pour entamer cette dernière ligne droite où il va être question d'un haut sujet, celle de la presse libre et indépendante. La question posée, quel modèle pour pérenniser la presse libre et indépendante? Avec deux invités ici au plateau. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. JP et Fabien. JP qui représente le journal La Brèche. Tout à fait, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Et Fabien qui représente le journal L'Âge de Fer. L'Âge de Fer, F-A-I-R-E, c'est moi. Le fer de fabriquer. Voilà. Il n'est pas question de métal et d'un journal spécialisé musique extrême. Non plus. Merci d'être avec nous. Vous êtes présent à nos côtés sur cet espace culture et médias depuis de bonnes années aussi déjà. Fabien, ça fait un moment qu'on se croise sur T'as tout juste. Eh ben, la première fois, moi, c'était en 2013, alors ça fait 11 ans, ouais, c'est ça. Ça fait un petit moment et tu sillonnes d'ailleurs les salons, on peut le dire comme ça, ou les événements en tout cas. Je fais des un peu événements partout en France. C'est ça. Un véritable compagnon. Voilà, c'est ça. Paris, la Bretagne, l'Alsace, Lyon, voilà, Saint-Étienne. J'adore venir à Saint-Étienne. Et oui, un peu ton rendez-vous chéri, c'est annuel. Ça. Merci donc d'être avec nous. On va tenter d'aborder cette vaste question là ensemble. Avec de premières questions sur la question, je me permets de le présenter ainsi, mais j'aimerais avoir, avant que l'on rentre plus en détail sur vos journaux respectifs, que vous peut-être définissiez, j'aime bien toujours commencer par des questions de définition et d'acception aussi des termes. Qu'est-ce que vous entendez par libre et indépendance, liberté et indépendance? Vaste question. Je me lance ? Vas-y JP. Ok. Ce que j'entends moi personnellement dans la liberté et l'indépendance, c'est alors il y a plusieurs choses. Il y a à la fois une liberté de ton et de sujets traités. Voilà, à savoir se libérer de contraintes qui pourraient être liées au fait d'être très proche d'une actualité chaude. Voilà, donc essayer de s'écarter un peu de ça pour proposer une prise de recul, pour proposer des véritables analyses qui, à mon sens, sont un peu le fondement même du journalisme. Et en parallèle de ça, l'indépendance, c'est avoir un modèle économique qui permet de ne pas dépendre justement d'autres acteurs qui vont pouvoir avoir une influence sur la ligne éditoriale et se permettre une totale indépendance de ton, voilà, et d'aborder les sujets qu'on veut aborder sans avoir de peur quant à notre pérennité dans le temps financière. Fabien? Eh ben, je suis d'accord avec la définition. Pas mieux? Non, pas mieux. Après, ouais, la dépendance. Alors, c'est vrai qu'il y a les subventions. Enfin, on va en parler certainement après. Tout à fait. Je vais pas plus vite que la musique, mais je tendais la perche déjà. Il y a les subventions et notamment de l'État français, donc l'argent des concitoyens, des concitoyennes, via le ministère de la Culture. Donc, voilà, sans être complètement dépendant de ça, c'est quand même super important d'avoir ça. Partant du principe que les grands médias mainstream ou voilà comme on pourrait les appeler touchent eux aussi ces aides directes et indirectes. On est sur le même, en tout cas sur les aides indirectes par exemple, on est sur le même pied d'égalité. Juste pour préciser, en France, les médias qui sont reconnus par le ministère de la Culture avec un numéro de commission paritaire, on appelle ça, ont un tarif préférentiel à la poste. On peut envoyer nos journaux beaucoup moins cher que le prix du timbre normal, et un taux de TVA à 2,10%, ce qui est très intéressant quand on est assujetti à la TVA. Voilà. Ça, c'est les aides indirectes. Et après, les aides directes, là, c'est des subventions versées par le ministère de la Culture en fonction du tirage, des ventes, etc. Alors, c'est intéressant. Vous avez déjà tiré quelques fils sur lesquels nous allons revenir. Autre terme qui est employé là pour, par exemple, présenter la thématique de cette table ronde, c'est celle de la presse. Et pareil, j'aimerais savoir ce qu'il faut entendre par presse et ce que ça recouvre, selon vous. Ah bah presse écrite, enfin presse ça peut être sur internet uniquement, ce qu'on appelle les pure players, avec mon anglais impeccable. Les sites internet qui sont uniquement sur internet. On peut citer Reporter, Basta, Mediapart, voilà. Et les journaux donc papier, plus classiques on va dire, mais qui ont aussi des sites internet. C'est vrai que sur cette thématique de l'âge de fer, on a publié une carte qui regroupe plein de titres indépendants.
Et dans la définition qu'on a mis nous-mêmes, voilà, on a décidé nous-mêmes, mais il y a le fait que professionnels ou bénévoles, les journalistes qui sont dans ces médias mènent une véritable démarche d'information sans se cantonner à l'expression d'opinion. Et ça, en ce moment, c'est très important. Et là, alors, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, mais quand on voit à la télé, les émissions de talk-show, etc., on est vraiment que dans l'opinion. Et le travail journalistique, ils ont tendance un petit peu à le laisser de côté, on va dire. JP, tu voulais revenir aussi sur ce terme de presse, en tout cas, et ce champ que ça pourrait recouvrir. Ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Fabien. Je rejoins son constat sur le fait que voilà, la presse, ça sous-entend pour moi effectivement aussi un véritable travail d'information et effectivement ne pas rester sur uniquement l'expression d'opinion. Et la problématique qu'on rencontre de plus en plus, c'est des choses qu'on va évoquer, mais c'est que on a de plus en plus des grands groupes industriels qui vont justement utiliser ces médias-là pour faire passer des opinions plus que pour contribuer à l'expression et à une pluralité de l'information. Donc c'est une grosse problématique. Je me questionnais parce que quant à la cartographie que vous avez réalisée, l'âge de fer, on retrouve en effet cette presse libre et indépendante, comme ça, qui, sont présentes un peu sur l'ensemble du territoire, qui sont recensées et collectées. Mais il n'est pas question de médias libres et indépendants. Cela me renvoyait aussi à nous en tant que radio, par exemple, associative et locale. On n'intègre pas cette presse libre et indépendante. Donc c'était un petit peu aussi le sens de ma question. Qu'est-ce qu'on entend par presse Nous, c'était presse écrite, oui, voilà, mais nous, c'est juste presse écrite. C'est-à-dire que les articles, sont écrits. Et après, ce qui serait super, c'est qu'un jour, pour les radios, puisque tu parles de radio, c'est le FSER, c'est ça que je dis de bêtises Non, alors ça c'est le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Il y a le fonds, mais le FSER ou une autre institution pourrait faire une carte des radios associatives. Après, il y en a des cartes. J'avais pas vu. Il y a des cartes qui, en effet, font état comme ça de la présence des radios qui maillent le territoire. Il y a à peu près 600 radios associatives en France, voilà, c'est ça. Un peu sur le même principe. D'accord. Mais les radios sont aussi un secteur très pluriel et divers. Et certaines radios pourraient être tout à fait intégrées dans le champ de l'information libre et indépendante. Alors complètement, voilà, c'est ça. Mais nous, là, le principe, comme on est un journal papier, en tout cas, on est parti au départ de ça. Du papier. Mais bien sûr, on a intégré les pure players. Pardon, je vais arrêter. Les sites internet, à partir du moment où c'est de l'écrit. Mais donc, heureusement, voilà, il existe des cartes, comme tu dis, pour les radios, et il y a la même chose aussi pour l'audiovisuel participatif, par exemple. Et souvent, on a été interpellé justement par des télés associatives ou des radios associatives. On pourrait être sur votre carte, c'est juste que ça deviendrait illisible, ou alors il faudrait publier ça en très 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 grand format. Voilà, donc c'était juste la presse écrite. Voilà. Très bien, c'était pour circonscrire un peu les choses et puis camper le décor d'emblée. Je reviens quand même sur une autre question de terme et peut-être de définition ou de présentation, parce que c'est aussi le terme utilisé là, d'emblée de la question, c'est quel modèle pour pérenniser la presse libre et indépendante. Et là aussi, j'aimerais savoir ce que vous entendez, vous, par modèle, dans cet intitulé ainsi posé. Parce qu'on peut parler de modèle que vous avez déjà abordé économique, mais on peut aborder un modèle organisationnel ou structurel, par un statut, par exemple, en termes de gouvernance. Enfin voilà, on peut aussi l'entendre de multiples manières. Ah bah oui, très très clairement. Enfin, comme tu dis, tu as abordé, je pense, les deux éléments principaux. Alors, clairement, il y a une grosse question économique qui se pose. On va y revenir parce que, notamment en presse papier, il y a des coûts incompressibles et qui sont de plus en plus importants. Mais effectivement, il y a aussi la question du statut, de la reconnaissance qu'on accorde à cette profession-là, et puis notamment la reconnaissance qu'on accorde à tout le temps qui va être passé hors production, comme on peut l'avoir, alors c'est quelque chose je pense qu'on va évoquer tout à l'heure, mais comme on peut l'avoir avec les intermittents et intermittentes du spectacle. Voilà, parce que là, le métier de journaliste, c'est pas uniquement écrire un article, il y a tout ce qui va autour, et puis il y a toute la vie du journal. Voilà, donc c'est une logistique aussi assez importante. Donc les enjeux, c'est réussir à économiser aussi son énergie
et à avoir un modèle économique qui tienne la route pour durer dans le temps. Et effectivement, sur les médias indépendants, nous, notre carte, c'est pas pour y revenir, mais la presse pas pareil aussi, on peut lui donner ce petit nom-là. Il y a beaucoup, c'est la majorité d'ailleurs, des structures en tout cas juridiques, sont des associations loi 1901. Donc on part de là. Je pense que au bout d'un moment, quand il y a des dépenses, beaucoup de dépenses, c'est bien d'être assujetti à la TVA, parce que je disais tout à l'heure, le taux il est à 2,1, donc c'est très intéressant. Mais il y a aussi des entreprises. Et donc l'âge de fer, par exemple, on est en SCOP, donc en société coopérative, donc c'est une SARL, mais avec une gouvernance coopérative. Il y a par exemple en journaux, pareil, il y a la Maison écologique, voilà, je cherchais le nom, la Maison écologique qui traite beaucoup d'écologie sur la construction, éco-construction en Bretagne, ils sont en SCOP. Et peut-être le plus gros, c'est Alternative économique. Alternative économique, c'est une grosse SCOP. Donc là, c'est une entreprise. Donc une entreprise, elle doit générer des bénéfices. Bon, nous, c'est pas trop notre cas, mais on arrive à s'en sortir quand même. Une association, c'est autre chose. Mais c'est une question, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose, un modèle à cheval entre les deux? Parce que la question, c'est est-ce que, par exemple, un journal papier ou un média en ligne, est-ce qu'il doit faire de l'argent? C'est une vraie bonne question. Ou est-ce qu'il doit juste essayer d'être à l'équilibre? Moi, il me semble que c'est pas mal. Et s'il y a des subventions donc d'État du ministère de la Culture pour arriver à cet équilibre, c'est bien. Parce qu'effectivement, il y a les coûts indirects. Un journaliste, une journaliste doit se déplacer, doit aller dormir à droite, à gauche. Enfin, il y a des frais inhérents au travail. Et ça peut coûter cher quand on commence à partir un peu loin, etc. On va revenir plus en détail sur aussi vos journaux respectifs. Juste avant, parce que j'avais envie aussi pour ce dernier temps, la radio de fin de journée, d'abord de présenter un peu une règle possible qui serait d'intervenir quand vous le souhaitez pour le public qui est ici présent. Donc je sais qu'il y a de grands motivés. Il y a un micro qui est disponible ici et vous pouvez intervenir à bon escient, cela s'entend. Mais quand vous le souhaitez en tout cas, n'hésitez pas. Comme ça, la règle est posée, qu'on n'est pas aussi là qu'entre soi et que vous pouvez intervenir quand vous le voulez. Alors, je vais commencer par vous interpeller d'emblée. J'aimerais bien savoir dans la salle, là, par exemple, qui achète de la presse pas pareille, c'est-à-dire du journal libre et indépendant. Juste pour avoir une petite idée. Voilà, donc plutôt... Bon, on est à peu près à moitié. Qui achète régulièrement, c'est-à-dire, ou peut-être même être abonné, par exemple. Une seule personne. Ok. 2 personnes. Très bien. C'était pour avoir un petit peu aussi une petite idée d'emblée. Et j'aimerais que maintenant, vous puissiez justement vous présenter, c'est-à-dire, non pas vous en tant que personne, mais présenter la Brèche, JP, et puis Fabien, l'âge de fer. C'est-à-dire là, dans ce qu'on a déjà évoqué de façon assez générique, c'est-à-dire sur quel modèle vous existez, comment vous fonctionnez, quelle gouvernance, quel statut, et puis même, je dirais en termes éditorial aussi, la ligne que vous défendez. Ok, j'attaque ? Allez. Ok. Du coup, donc, pour présenter le média La Brèche, alors c'est un journal papier, indépendant, bien sûr, qui est basé sur une association loi 1901 qui s'appelle Barré Édition, qui a édité un magazine qui s'appelait Barré, du coup, d'où son nom, entre 2015 et 2018. Et suite à l'aventure du magazine Barré, on a voulu changer un peu de format, changer de ligne éditoriale. Donc ça a mis un peu de temps, et en janvier 2023, on a eu la naissance de La Brèche, donc journal d'enquête bimestriel, qui est distribué en kiosque dans toute la France et qui s'intéresse à des sujets, on va dire, principalement environnement, santé publique et technocritique. Voilà, donc c'est un 12 pages sur un format broadsheet, qui est un format assez peu maniable, mais c'est une volonté parce que ça nous permet de laisser une place assez importante à l'illustration, à laquelle on tient beaucoup aussi, donc on peut jouer un peu avec la maquette. On est dispo sur abonnement ou en kiosque dans toute la France. Et voilà, on tire maintenant à un peu plus de 25 000 exemplaires. Voilà, en gros, pour les grandes lignes. Quel coût ? 3,50 € le numéro et 20 € l'abonnement annuel pour 6 numéros. Très bien. Comment vous fonctionnez en termes aussi d'alimentation de contenu, c'est-à-dire des dossiers, des articles? Vous faites appel à des contributions diverses et variées. Vous avez une équipe constituée. Vous avez des journalistes, c'est-à-dire aussi, je dirais, officiels, encartés. Enfin voilà, comment vous fonctionnez? Alors, pour le journal lui-même, donc je disais c'est un 12 pages. Sur ces 12 pages, il y a 3 pages sur chaque numéro qui sont consacrées à une enquête centrale sur une thématique
qui nous apparaît importante et relativement liée à l'actualité, même si on n'est pas sur de l'actualité chaude, on va dire. On a une autre page qui est une page de suivi où on revient sur des sujets qu'on a traités dans les précédents numéros pour voir comment ça a évolué, suivre nos sujets de numéro en numéro. Et les 8 autres pages qui sont consacrées à des rubriques qui peuvent revenir régulièrement. On a toujours une double page technocritique. Et puis des sujets de plus ou moins grande taille pour avoir plein d'entrées de lecture différentes. On a aussi toujours un podcast dessiné par Zach Deloupi, un dessinateur stéphanois, qu'on connaît bien, qu'on salue. Et au niveau de l'équipe, du coup, on a un noyau dur de 3 personnes. On est tous et toutes à Saint-Étienne, ce noyau dur. On a une équipe élargie qui est aussi en partie sur Saint-Étienne. Et puis, on a d'autres personnes qui vont contribuer de toute la France. Alors, ça peut être des personnes qu'on connaissait de l'aventure de Barré précédemment, ou alors des personnes qui se sont agrégées au fur et à mesure, qui vont nous proposer des sujets. Donc, souvent, c'est des journalistes professionnels, encartés ou non, mais voilà, journalistes indépendants, indépendantes. Et puis on a des illustrateurs, illustratrices, pareil, qui nous font des propositions. On aime bien avoir plein de coups de crayon différents, donc on mixe un peu en fonction des numéros. Et voilà, il y a une équipe, on va dire, d'une petite dizaine de personnes qui est présente sur chaque numéro. Et puis sinon, après, c'est des contributions ponctuelles. Des contributions bénévoles, ou ce sont des piges, par exemple, puisque vous faites appel à des professionnels. Donc, est-ce que vous vous rémunérez ? Quel est le modèle aussi là-dessus ? Alors ça, c'était une volonté qu'on avait suite toujours à l'aventure Barré, où quasiment tout le monde était bénévole et où ça nous convenait pas. On s'est dit, avec la brèche, ça va être compliqué, mais on a envie de rémunérer les gens qui contribuent. Notamment parce qu'on fait appel à des journalistes pros et des personnes qui font des illustrations et pour qui c'est difficile d'en vivre. Donc toutes les personnes qui contribuent au journal sont rémunérées. Pas toujours à hauteur de ce qu'on souhaiterait, mais voilà, c'est des rémunérations sous forme de fiches de paye. Donc on arrive à faire ça pour le moment. Et il y a simplement, pour l'instant, le directeur de rédaction Clément Goutel et moi-même. On se rémunère pas parce que voilà, c'est pas possible économiquement, mais à terme, on aimerait bien, si on arrive à élargir le lectorat et la diffusion, réussir à avoir nous aussi un statut grâce à ce journal-là. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Et vous êtes en autofinancement ou vous avez aussi des financements qui émanent précisément de subventions, comme l'évoquait Fabien tout à l'heure, donc qui répond aussi à ce fonctionnement. Pour le moment, le financement, il est uniquement avec le lectorat. Donc, on a fait une campagne de financement participative en décembre de l'année dernière, qui nous a permis de faire une sorte de campagne de préabonnement. Voilà, donc on a eu 500 et quelques abonnés qui nous ont soutenus. Donc, ça a permis de lancer l'aventure. Là, on a passé la barre des 1100 abonnés. Donc, c'est bien. Ça nous fait du bien. C'est important pour notre modèle. Et pour l'instant, notre modèle, il est basé là-dessus, sur les abonnements et les ventes en kiosque. Et on va être éligible aux aides à la presse à partir de l'année prochaine, étant donné qu'on aura un exercice comptable clôturé, ce qui était une des conditions. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu les demander la première année. Voilà, donc c'est aussi indispensable pour pérenniser l'aventure, parce que sinon c'est inenvisageable pour l'instant. Mais voilà, en l'état actuel, c'est uniquement notre lectorat qui nous permet de nous financer. Donc un tout nouveau journal, enfin plutôt récent, hein, c'est un petit bébé là quand même, d'une petite année. Je me posais juste la question aussi de la transition, sans vilain jeu de mots, entre votre expérience Barré de la revue, qui était une véritable revue, mais un objet qui était travaillé avec soin, un papier particulier, du dessin, un contenu et un objet, je trouvais, qui était assez exceptionnel, faut le dire. Qu'est-ce qui vous a amené à faire le choix, au vu aussi du contexte et de la conjoncture du journal papier régulier en grande difficulté, de vous lancer sur un journal d'une autre qualité, quoi, finalement, mais pas forcément évident cette période. Oui, c'est sûr. Alors, on savait que c'était un pari risqué. Le magazine Barré, on était assez attaché à l'objet, mais on s'est assez vite rendu compte qu'on perdait beaucoup d'énergie parce que c'était très compliqué à produire. C'était aussi un objet qui était assez cher à produire et qu'on pouvait distribuer que de manière très marginale. On le distribuait dans les librairies. Au début, on passait pas par un distributeur, donc c'était compliqué de le faire connaître. C'était à nous de gérer toute la logistique. Ensuite, on est passé par un distributeur, mais du coup, si on ajoutait la marge libraire et la marge du distributeur, en fait, l'enjeu, c'était même pas de gagner de l'argent, c'était juste de pas en perdre en étant bénévole en parallèle. Donc, au bout d'un moment, c'était plus viable.
Et on a eu cette envie de continuer à défendre une ligne éditoriale. Et ce qu'on s'est dit, c'est le modèle de Barré, il est pas tenable, donc on va essayer de changer de support pour avoir plus de facilité à distribuer. Et le journal papier, il permet d'avoir quand même un coût de production qui est beaucoup moins important, et il permet de passer par le réseau des kiosques, qui permet d'avoir une visibilité quand même beaucoup plus importante. Ouais. Et voilà, nous c'était ça l'enjeu, c'était de gagner en visibilité et, en prenant des risques financiers un peu moins grands. Et donc voilà, ça reste un pari risqué parce que la presse papier, c'est pas un domaine florissant, hein, on va pas se mentir. Oui, c'est ça. Mais voilà, ça permet quand même de toucher un peu plus de monde. Et on a essayé de garder au maximum l'esprit qu'on avait dans Barré, à savoir un objet qui fait quand même qui laisse une place importante à l'illustration, même si c'est pas du papier glacé, c'est plus du tout le même objet. Mais voilà, on a quand même envie de garder le côté esthétique auquel on tenait. Alors, juste à tes côtés, le tonton ou le grand frère, je dirais, l'âge de fer est un peu plus installé. Fabien, tu nous présentes aussi l'âge de fer ? Ok, tu parlais du journal, je crois que tu parlais de moi. Du journal, bien sûr. L'âge de fer, il est né en 2005. C'était une association, mais depuis donc 2011, c'est devenu une SCOP, parce que j'étais là, donc une société. Nous, aujourd'hui, on est 7 salariés coopérateurs. Il y a une personne qui est rentrée il y a peu de temps et qui n'est pas encore coopératrice. Mais les autres, on est tous coopérateurs. Donc, on a mis de l'argent dans la SCOP. Donc, le journal nous appartient. Et on arrive à sortir 7 salaires. Voilà, donc c'est pas toujours évident, les finances et tout. Mais on arrive à sortir 7 salaires avec les subs, avec les ventes en diffusion. Enfin, j'en parlerai après. Il y a les abonnements, bien sûr. Et la diffusion, donc nous, dès le départ, le journal n'était pas en kiosque. Et il a été vendu dans des magasins bio, donc pour ne pas les citer, Biocop, Satori, plein de magasins bio, des AMAP, des associations, des cafés militants, etc., partout en France. Ils achètent des paquets en achat ferme, on fonctionne comme ça, il n'y a pas de reprise d'invendu, ce qui fait que le modèle tient le coup. Et avec ça, on arrive à avoir 7 salaires, à se payer un loyer dans des bureaux, etc. Alors, il faut toujours relancer les campagnes d'abonnement, etc., pour que ça continue de marcher. Et à côté de ça, on s'est mis à faire des hors-séries depuis 2015, donc des hors-séries tirées de nos contenus. Donc des fiches pratiques, et on les a mis en page différemment, on a fait des petits bouquins. Ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Et puis on se fait plaisir aussi. Et on continue aussi, bien sûr, je suis là avec un stand, comme Jean-Philippe avec La Brèche. On fait des stands un peu partout en France pour se faire connaître, faire des sous, et puis se faire surtout que le nom y tourne et qu'il soit connu. Donc le modèle, nous c'est ça, et pour l'instant ça tient la barre. Et après 20 ans d'existence, tu as l'impression qu'il faut encore travailler à cette reconnaissance, à cette visibilité ? De plus en plus, ouais. De plus en plus ? De plus en plus. Une des réponses qu'on me dit souvent sur les stands quand je présente aux gens comme ça un peu à la volée, qui marchent et que j'interpelle, c'est j'ai pas le temps de lire ou j'ai plus le temps de lire. Alors ça, j'aime bien l'entendre celle-là, donc je dis achetez-le quand même, il y a plein d'images, comme ça vous pouvez juste regarder les images. Mais après, je crois que il y a peut-être une saturation avec les... Alors c'est autre chose, mais la télé et les radios d'infos en continu. Je pense que ça a changé quand même beaucoup de choses dans notre rapport à l'information, etc. Quand on pense quand même... Les multi-supports, c'est ça. Internet profusion d'infos. En 20 ans, c'est hallucinant ce qui s'est passé, quoi. Les chaînes, ça n'existait pas. Avant, il y avait le JT de 13h et de 20h. Et après, il n'y avait plus rien. Il y avait des émissions. Mais là, on a des chaînes en continu et il y en a 3 ou 4, je ne sais même plus. Donc, le rapport à l'information, il y a eu les gratuits qui sont arrivés aussi, les journaux gratuits, il y a 20 ans aussi, à peu près, 20 minutes, métro, tout ça, là, qui ont dit, l'information, c'est bon, regardez, elle est gratuite, c'est super. Mais enfin, c'était des placards à pub, et puis, des tunnels de marketing bien ciblés, qui appartenaient à TF1 ou à des choses comme ça, des grands groupes. Internet, alors là, pareil, la gratuité. Alors, il y en a qui s'en sortent bien, je parlais tout à l'heure de Reporter, Basta. Le modèle, c'est gratuit, mais on fonctionne avec des dons. Ils expliquent à longueur de page, de page internet, ce que vous venez de lire a nécessité le travail d'un ou d'une journaliste, des déplacements, tout ça c'est de l'argent, faites-nous des dons. Et ils ont des dons réguliers. Alors ça, ce modèle-là, il fonctionne. Enfin, pour l'instant, à ce que je sache, Reporter et Basta, ils arrivent à fonctionner. En tout cas, nous, on tient toujours la barre. On a sorti, l'âge de fer, un site payant depuis l'année dernière. Mais on a fait un site payant puisqu'on vend le journal, donc on va pas Vous vendez le journal en ligne.
Voilà, on fait un abonnement en ligne. On peut s'abonner, il y a des podcasts, il y a des diaporamas, des articles lus, ça marche bien. Mais du coup, on ne peut pas le faire gratuitement sur don, puisque le journal en papier, lui, est en vente. Et bon, tout ça s'articule plus ou moins bien. Mais le cœur, en tout cas, nous, du modèle économique, c'est la vente de journaux papier. Pour l'instant, c'est ça. Il est à quel coût, justement ? On n'a pas évoqué. Le journal, il est à 2,80 €. Donc on est quand même dans des prix très modestes et modiques. Oui, c'est 3,50 pour la brèche. Nous, c'est 2,80 €. Après, pour l'âge de fer. Comme on n'est pas en kiosque, déjà, on peut faire un petit peu moins cher parce qu'on ne paye pas la distribution. On gère tout en direct. Donc là, c'est la grosse différence aussi parce que la distribution, ça coûte très cher de distribuer et de détruire ce qui n'a pas été vendu, ou de faire détruire plutôt. Et parce que j'imagine que c'est pas dans les bureaux de la Brèche que vous recevez les invendus et puis que vous mettez ça au bras zéro. Hein. Il y a des gens qui s'en occupent pour vous. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et je dis ça et en même temps, on a quand même essayé depuis 1 an. On essaye les kiosques, mais en local. C'est-à-dire, nous, on est dans le sud-est, donc les Alpes de Haute-Provence, et on est sur Marseille, la métropole de Marseille. Ok. Et la métropole de Toulon. Ouais, on reparlera de la distribution tout à l'heure. Et en termes d'abonnement, puisque c'est aussi là-dessus que vous vous appuyez. Alors on a 8000 abonnés à peu près. 8000 abonnés. Et on a entre 4000 et 5000 journaux qui partent dans les points de vente ou chez des particuliers aussi qui en achètent des paquets et qui les revendent. La question de la pub, est-ce que elle se pose dans vos journaux respectifs ? Est-ce qu'il y a des modalités pratiques ? Je pense à nos radios par exemple, hein, où nous sommes sans pub depuis 40 ans et plus, mais où on aurait une autorisation à pouvoir, en chiffre d'affaires aussi, intégrer de la publicité dans nos antennes. Est-ce que vous, c'est des questions qui se sont posées, qui vous ont traversé au sein des équipes ? Il y a ce choix radical de ne pas en mettre, il y aurait la possibilité d'en faire, enfin voilà, votre positionnement aussi là-dessus. Enfin, je continue parce que j'avais le crachoir, mais c'est arrivé qu'on se pose la question. Mais on n'a toujours pas de pub dans nos pages. Mais la question, c'était pour peut-être. Elle aurait pu se poser avec vos réseaux, comme tu disais oui. tout à l'heure, avec vos points de distribution, de dire en contrepartie aussi, on met de l'encart, enfin bon. Voilà, pourquoi pas. Mais bon, en même temps, faire une pub pour Biocop, autant des Biocop nous vendent, autant toutes les Biocop, il y a quand même des choses à dire sur certains magasins, sur certaines façons de gérer, etc. Mais donc pour l'instant, non, il n'y a toujours pas de pub et on arrive à s'en sortir sans pub et tant mieux. Ouais, nous c'est pareil, hein, la question elle se pose du bout des lèvres, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que de temps en temps, quand on voit à quel point c'est difficile d'avoir un modèle économique qui tienne la route, on se dit waouh, mais effectivement, est-ce que mettre 1 ou 2 pubs, ça pourrait pas simplifier les choses ? Et probablement que ça pourrait, mais en fait, notre volonté, c'est de s'en passer coûte que coûte, parce que c'est un modèle qu'on a envie d'assumer, qu'on a envie de défendre. Le fait d'avoir aucune pub dans le journal, c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est quelque chose qui garantit aussi une forme d'indépendance. Donc voilà, si on peut s'en passer, je pense que j'ai envie de dire, je pense que la question se poserait même en des termes différents, c'est-à-dire est-ce qu'on aurait envie de continuer si on était contraint de mettre de la pub dans le journal ? Ce serait plus comme ça que se poserait la question. Et juste à ce jour, comment se portent vos associations ou SCOP, économiquement parlant ? Vous êtes un peu dans quelle situation ? Une situation plutôt précaire, une situation de travail à stabilité, à maintien, ou est-ce que tout va bien ? Alors, nous, on est en flux tendu, hein. Clairement, là, c'est... Mais après, c'est aussi parce qu'on a démarré, ça fait 10 mois qu'on a démarré l'aventure. C'est très frais. On avait quelques sous de côté qui nous restaient de barrer, qu'on a réinjectés dans cette aventure-là, mais c'était vraiment marginal. Donc voilà, c'est clairement très très fragile. Et pour l'instant, on est sur une vision de numéro à numéro, quoi. On n'a pas de visibilité plus que le numéro suivant. Donc on croise les doigts pour que ça continue à se vendre correctement, pour qu'on continue à gagner des abonnés. Et on croise les doigts pour réussir à avoir une subvention ou 2 cette année, ce qui permettrait vraiment d'avoir un grand bol d'air et un peu plus de tranquillité d'esprit. Mais voilà, pour l'instant, on en est là et on verra comment ça évolue. Fabien, pour l'âge de fer L'âge de fer, nous, on a un gros passif financier, parce qu'on a fait plusieurs années en déficit. Donc on a un gros passif, mais c'est vrai que tout à l'heure, on n'a pas forcément parlé de ça, mais dans le modèle économique, en tout cas de la presse écrite sur abonnement, comme c'est le cas pour les 2 journaux aujourd'hui, là, c'est qu'on a de la trésorerie. Enfin, nous, pour le coup, parce qu'en fait, on encaisse un abonnement
Et pendant 1 an, on va servir cet abonnement. Mais du coup, l'argent, on l'a tout de suite. Mais il y a quand même peu de métiers, peu d'endroits dans l'économie où on est payé avant même d'avoir fourni quoi que ce soit. Enfin, on en donne 1, mais il y en a 10 à venir. Enfin, nous, il y a 11 numéros par an, puisqu'il n'y en a pas en août. Mais c'est vrai que voilà, ce modèle permet au moins d'avoir une trésorerie, ce qui est déjà super chouette. Et après, il faut tenir, bien sûr, dans la longueur pour fournir les journaux qu'on s'est engagé à fournir, tout simplement, dans le cadre de cet abonnement. Et donc nous, c'est quand même, tendu aussi, parce que ça s'érode, enfin le lectorat s'érode. Les gens, en ce moment, je crois qu'il y a une situation économique compliquée et que c'est difficile peut-être de s'abonner ou d'acheter des livres ou d'aller au cinéma, au théâtre. Je vous propose d'écouter un extrait d'interview que j'ai réalisé auprès d'une revue que vous connaissez sans doute. Elle est encore un peu plus âgée que la vôtre. C'est la revue Silence, qui est une revue qui est basée à Lyon, rue du Mange, même plus précisément, qui a 40 ans d'existence, même 41, je crois qu'elle est née en 82. Une revue autour de l'écologie, autour de la non-violence, autour des alternatives, et qui récemment a lancé une campagne de dons parce qu'en grande difficulté. Je vous propose de retrouver un extrait d'entretien que j'ai réalisé auprès de Guillaume Gamblin, qui est journaliste au sein de la revue. Oui, c'est vrai que l'indépendance a un prix et on est toujours à marcher sur le fil depuis des années, c'est certain. Mais à aucun prix on voudrait changer cette indépendance politique qui est primordiale. Mais du coup, actuellement on est quand même dans un contexte où le prix du papier a doublé depuis 2022. Donc vous voyez, pour une revue papier qui est basée sur l'impression d'une revue papier, le prix du papier qui double, c'est vraiment une hausse considérable. Et à côté de ça, on va pas doubler le prix de la revue, évidemment. Donc on a fait une petite hausse de quelques dizaines de centimes, mais du coup c'est compliqué. Les frais postaux ont beaucoup augmenté et on est quand même dans une érosion un peu du nombre d'abonnés, un peu comme l'ensemble de la presse papier et de la presse indépendante. Et j'insiste sur le fait que c'est vraiment un contexte qui touche l'ensemble de la presse papier et de la presse indépendante en particulier. Et on a pas mal de confrères et de consoeurs avec qui on collabore beaucoup, qui ont dû s'arrêter, ou qui sont vraiment donc là on a lancé une campagne de soutien parce que là on avait la trésorerie à vide à la rentrée pour pouvoir continuer l'aventure en 2024 et parce que on a plein de témoignages de soutien de personnes qui nous disent que vraiment ce qu'apporte la revue Silence c'est très important en termes de réflexion, d'apport d'informations sur l'écologie, les alternatives, etc. Et on a plein de dossiers et de projets prévus qu'on aimerait bien pouvoir partager avec tout le monde. Donc l'idée, c'est de recueillir des dons pour pouvoir continuer l'aventure. Et oui, et puis parce qu'un média associatif indépendant, et je ne peux que le défendre ici, reste très précieux parce qu'on a toujours cette voix finalement à faire entendre et plus que jamais aujourd'hui, je dirais, c'est-à-dire continuer à transmettre de l'information qu'on ne retrouve pas ailleurs, cette presse pas pareille finalement, faite de reportages sur des alternatives méconnues et des réflexions bien souvent à contre-courant. Alors vous avez lancé cette campagne finalement de dons qui est bien parti. On rappelle que il est possible de faire un don défiscalisé. Quel est votre objectif? S'il n'est pas atteint d'ici la fin de l'année, est-ce que véritablement c'est la vie de la revue qui est en jeu pour 2024? Oui, donc l'objectif de cette campagne, c'est d'obtenir 60 000 euros d'ici la fin du mois de novembre. C'est une campagne qui a débuté il y a un peu moins de 2 mois. Et là, on vient de dépasser les 2/3 de notre objectif. Donc, on cherche vraiment à continuer à pouvoir obtenir des dons pour pouvoir. Ce qui est clair, c'est que sans cette campagne, là, la revue ne pouvait pas continuer. Notre objectif de 60 000 euros à atteindre, il permet simplement de pouvoir rentrer en 2024 en n'étant pas dans la panique et en n'ayant pas à se reposer la question de la survie quelques mois plus tard, quoi. Donc c'est vraiment important pour nous de l'atteindre pour pouvoir être un tout petit peu plus serein et vraiment se consacrer à ce qui
au principal, c'est-à-dire à faire des reportages, à faire des entretiens avec des personnes dont la voix est peu connue, peu entendue, à défricher des autres mondes qui sont contenus dans le nôtre et à faire connaître tout ça, et vite ces débats. Voilà la revue Silence qui existe depuis 1982. Guillaume Gamblin est un de ses salariés, journaliste, en grande difficulté actuellement. Une campagne de dons qui vient d'être lancée, qui se termine d'ailleurs à la fin de ce mois de novembre, au 30 novembre, même si les dons futurs seront toujours bienvenus, bien sûr. JP, il y a plein de choses qui sont dites, je trouve, déjà au travers de cet extrait. JP et Fabien, si vous voulez réagir. Ouais, alors je trouve ça hyper intéressant. C'est une question qui est complexe et qui recouvre plein de dimensions. Alors, nous, typiquement, à la Brèche, comme je l'ai dit, on a une situation qui est très fragile au niveau économique. Donc, évidemment, on a aussi mis en place la possibilité de faire des dons pour nous soutenir. Donc, c'est quelque chose qu'on comprend et même qu'on partage. Après, c'est aussi une situation qui est pas satisfaisante, je trouve, à titre personnel, parce que on vend un journal. Donc, c'est quand même compliqué de dire, en plus de la vente de mon produit, je vous demande à côté de donner de l'argent à la structure pour que ça puisse tenir le coup. Alors c'est difficile, mais c'est aussi finalement les questions qui se posent derrière ça, je trouve, c'est est-ce qu'il faut considérer déjà que la presse, quelle qu'elle soit, et typiquement la presse papier, est-ce que c'est un produit comme un autre ? Voilà, et est-ce que le coût auquel on est habitué, est-ce que c'est le véritable coût du produit lui-même ? Je pense, si on peut peut-être faire un parallèle avec le monde de la culture, où finalement c'est pareil, on paye jamais vraiment le véritable coût au niveau de tout ce que ça va coûter sur du spectacle vivant, en termes d'installation, en termes de décor, en termes de costumes. Là c'est pareil, en fait on paye un prix relativement dérisoire par rapport à tout le travail qui est derrière. Ça nécessite. Mais simplement c'est des habitudes, et c'est difficile aussi Puis c'est difficile de se permettre de payer beaucoup plus le prix qui serait le prix réel, entre guillemets. Fabien ? Je rejoins complètement ce que dit Jean-Philippe sur les dons. Il y a toujours un côté bizarre. Mais nous aussi, on a mis en place, via J'aime l'info, qui est une association nationale qui permet de faire des dons défiscalisés. Oui, alors ça, c'est un peu de façon continue. Mais là, quand on voit le chiffre annoncé, l'objectif à atteindre, 60 000 euros, voilà, c'est quand même énorme. La peine. Je voulais revenir sur effectivement autre chose aussi dans ce que disait Guillaume, c'est ça, oui, de Silence. Déjà, j'espère que Silence pourra continuer l'année prochaine, parce que ils font un chouette boulot. Mais il parlait du papier, l'augmentation du papier. Et donc Silence, c'est en magazine. Enfin voilà, et donc le papier est pas du tout le même. Enfin, il est plus lourd que celui que nous avons, que ce soit à la Brèche ou à l'Âge de Fer. Nous, on est en rotative. C'est notre papier, nous, c'est 48 grammes au mètre carré. On a eu quand même moins d'augmentation, je pense, que le papier graphique qui est plus lourd sur les revues, les magazines, etc. Et juste pour se donner un ordre d'idée, pourquoi le papier aussi augmente, c'est qu'en fait, il y a encore 10 ans, si on prend le 100% de pâte à papier qui sont disponibles en France chaque année, il y avait 60% pour l'industrie graphique, donc les livres, les journaux, les cartes postales, etc., le papier qu'on utilise même à la maison, etc. Et 40%, c'était les emballages. Ça servait à faire des cartons, des emballages, etc. Sauf qu'en 10 ans, entre le Covid et les commandes Internet, pour pas citer les gros vendeurs sur Internet, qui explosent toutes ces ventes, ça s'est inversé. Aujourd'hui, 60% du papier sert à faire des emballages et il reste, entre guillemets, 40%. Donc il y a une tension sur le papier qui vient notamment de là. C'est là que c'est assez dingue. On fabrique plus d'emballages aujourd'hui que de papier pour les journaux, les livres, etc. Donc ça, c'est un point. Et effectivement, voilà, pour revenir aux dons, c'est vrai que nous, quand on est un peu charrette, on va dire, qu'on sent que ça va être compliqué, on lance une campagne d'abonnement. Et ça répond souvent bien, sauf que notre campagne d'abonnement, finalement, on la lance dans notre journal. Donc, il y a plein de gens, ils sont déjà abonnés. On leur dit, abonnez la famille, les amis. Bon, ça, on l'a fait plusieurs fois. Et donc, à un moment donné, on se dit, mais faut qu'on arrête, quoi. Enfin, c'est un peu emmerdant aussi d'aller demander aux gens d'abonner la famille, etc., tout le temps. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit plus connu, parce que potentiellement, nous, on a 8000 abonnés, mais on pourrait en avoir, je sais pas, moi, 60 000. Franchement, encore faut-il que l'Âge de Fer FAIRE, avec notre logo, soit connu, diffusé. Donc, on pourrait payer des pleines pages de pub dans l'eBay, etc. C'est pas possible, parce que c'est trop cher.
Et là, je voudrais attaquer sur un autre point, c'est notamment que les radios, enfin Radio France par exemple, c'est le service public, donc France Inter, France Culture surtout, mais aussi France Télévisions, France 2, France 3. Comment ça se fait qu'il n'y a aucune émission, ou même dans les revues de presse, qui parle de nos titres? C'est toujours les mêmes, enfin voilà, ils parlent toujours dans les revues de presse, etc. On en parlait avec Jean-Philippe hier soir, parce qu'on s'est vu vite fait, voilà, pour boire un coup à la fin de la journée. Et on parlait de ça, tu pourras me dire peut-être ce que tu me disais aussi. Et moi, je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal que sur France Inter, il n'y ait pas, même à la rigueur, ce serait une émission par mois, une revue de presse peut-être par mois, 5 minutes, qui ne traite que des titres de la presse indépendante. Pour moi, ça fait partie de leur boulot, en fait. C'est la pluralité des avis, etc. Alors, si ils citent régulièrement BFM TV, iTélé et compagnie, ok, alors citez aussi, du coup, les petits que nous sommes, mais qui font un travail pro. À partir du moment où on est reconnu par l'État français, par le gouvernement, via le ministère de la Culture, comme je disais tout à l'heure, par un numéro de commission paritaire. Et au-delà de ça aussi, pour nos deux titres, que ce soit La Brèche ou L'Âge de Fer, on est identifié IPG, ça c'est un terme, c'est information politique et générale, ce qui nous permet de demander des subventions. Et nous, on les a, les subventions, chaque année. Donc on est IPG, on est identifié par l'État comme un média, un journal sérieux, avec un travail journalistique, etc. Là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est dommage. Et voilà, pour finir, je racontais ça du coup pareil à JP hier. Une fois, il y a peut-être 5 ans, c'était sur France Inter, revue de presse d'un vendredi, mais d'un vendredi de pont de l'Ascension. Donc il y a quand même moins de monde qui écoute le matin, le vendredi de l'Ascension, France Inter. C'était donc pas la star, je sais plus à l'époque qui c'était, aujourd'hui c'est Askolovitch toujours qui fait la revue de presse le matin. Là, c'était quelqu'un d'autre à l'époque, je sais plus qui. Donc là, c'est une personne qui le remplace, c'est une femme, qui le remplace le vendredi matin. Et là, d'un coup, alors dans la revue L'Art de Faire, un super article, et donc il parle de nous, mais la revue, bon, on est un journal, et surtout L'Art de Faire. C'est l'âge de faire. Et bon là t'es dégoûté, tu te dis, parle de nous, ils se trompent sur le nom, ils disent que c'est une revue, c'est un journal, ça coûte pas cher, et ça s'appelle L'Âge de Fer. Et j'ai dit, mais vous pouvez pas lundi dire que vous vous êtes trompé et tout, non, la star est revenue, enfin je dis la star, c'est un peu méchant peut-être, mais la star est revenue, jamais ils ont dit que... Si, il y a une starification de l'info aussi, il faut le dire. Oui. Tout de même. JP, tu voulais compléter peut-être? Oui, c'est juste effectivement l'anecdote que je racontais hier soir, où nous, sur le premier numéro, donc on a fait une communication assez large, on a envoyé le premier numéro avec une petite fiche qui raconte ce qu'on a fait, ce qu'on avait envie de défendre aux différentes revues de presse, que ce soit Claude Askolovitch, Sonia De Villers, et le lundi qui a suivi, il y a une revue de presse et ils annoncent là deux nouveaux venus dans la presse papier, donc on se dit ah super, ils vont peut-être parler de nous. Et il raconte qu'il y a 2 nouveaux magazines télé qui appartenaient à des grands groupes de presse qui étaient distribués dans les kiosques et que c'était super. Et c'est vrai que on est un peu tombé de haut. Et puis après, en fait, on est relativement naïf, mais on se disait, c'est quand même pas tous les jours qu'il y a un nouveau journal papier indépendant qui se lance dans les kiosques, diffusion nationale. Mais en fait, je pense qu'il y a vraiment une question de microcosme parisien, francilien, et qu'en fait... Les autres initiatives, si on n'arrive pas à rentrer un peu dans ces réseaux-là, ça reste de côté. Enfin, c'est un peu l'effet que ça nous a fait. On n'a eu aucun relais du coup. Je reviendrai juste sur la question des subventions aussi, pour reparler des financements. Les subventions se montent à quelle hauteur, par exemple, en ce qui concerne L'Âge de Fer? L'Âge de Fer, nous, ça on en représente a... quoi par rapport à votre chiffre d'affaires, en quelque sorte, quoi? Alors, on en demande déjà pour l'éducation aux médias, parce qu'on a une journaliste qui va dans les collèges, les lycées, enfin des collèges, des lycées, qui fait des actions. Ça, j'ai pas les montants, mais ça peut être 7 000 €, 8 000 € sur l'année. Par contre, il y a une grosse subvention qu'on a, la plus grosse depuis maintenant 7 ans. C'est au titre de publication à faible ressource publicitaire. Et là, ça peut représenter pratiquement 10% du chiffre d'affaires. On a, cette année, on a eu 29 000 €. Enfin là, il y a un mois, par exemple. On fait la demande, ils traitent ça au ministère. Alors leurs critères, on les connaît pas. D'ailleurs, on aimerait bien aller un peu dans les commissions pour voir comment ça marche, parce que c'est assez opaque. Mais on a eu 29 000 €, c'est un virement bancaire. Et ils m'envoient une notification, enfin ils nous envoient par mail, vous avez reçu ça. Donc c'est... nous, on est très contents d'avoir ça, en fait, tout simplement. On trouve ça assez normal. Il faut savoir qu'en 2015, alors je crois que c'était en 2015, si je dis pas de bêtises, oui, c'était sous Hollande, Libération, le journal Libération allait très mal.
Et il fallait sauver le soldat Libération, parce que c'est un grand journal de gauche, comme tout le monde le sait. Et bref, pour le pluralisme, un monde sans Libération, c'est pas possible, hein, voilà. Et donc il y avait un grand route, et ils avaient trouvé une petite ligne de crédit sur cette même ligne de subvention là, faible ressources publicitaires, 2,5 millions d'euros. Alors, quand on regarde Libé, quand on se dit faible ressources publicitaires, j'aimerais bien connaître les critères, mais on parle de millions d'euros donnés à un titre qui appartient à un milliardaire aussi. Absolument. JP, tu parlais pour la brèche de peut-être tenter c'est aussi cette approche et de demande de subvention, justement. Donc là, vous l'envisageriez de quelle manière ? Nous, c'est pareil, là, c'est le même dispositif pour l'aide aux publications à faible ressources publicitaires. Aide à laquelle on n'était pas éligible cette année parce qu'il fallait avoir donc ce fameux exercice comptable clos. Voilà, donc là on va avoir le droit de le demander. Je crois que c'est la clôture au 31 mai, donc ça laisse encore un peu de temps. Il va falloir tenir jusque là. Mais effectivement, on espère qu'on arrivera à avoir quelques aides du ministère de la Culture. Et ça vous pose pas question de sens finalement, de se dire on est libre et indépendant et pourtant on répond à des subventions ministérielles, institutionnelles, dans des fonctionnements parfois effectivement un peu obscurs, opaques. Moi ça me renvoie tout à fait à nos réalités de radio qui sont un peu sur le même principe, où on dépend de financement et de subventions du ministère de la Culture, en effet, par le FSER dont tu parlais tout à l'heure Fabien, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, où même le système auparavant nous permettait de dépendre des recettes publicitaires des grands médias précisément. Aujourd'hui c'est autre chose, c'est des dossiers à monter sur des critères très exigeants, très dépendants de ça, qui demandent une tâche en termes aussi de réalisation et de montage de dossiers qui est absolument éprouvant et qui est chronophage, il faut le dire. En ce qui nous concerne pour exemple, nous on a décidé de lâcher le terme indépendant par exemple. Notre slogan était libre, sauvage et indépendant. On a décidé de rester libre et sauvage, mais impertinent. Sachant que les points de dépendance étaient quand même multiples. C'est intéressant. Alors, un petit point juste technique, par exemple, sur la sub, il faut un exercice clos, mais il faut surtout un exercice validé par un expert comptable. Voilà, ça c'est le truc. Parce que la première année, nous, c'était en 2000, je sais plus, c'était il y a 10 ans. Voilà, c'était au début où ils l'ont fait. On est passé à côté de 50 000 euros parce que juste on n'avait pas le tampon d'un expert comptable. Bon, ceci dit, c'est bien, on a pris un expert comptable. Après, c'était plus sérieux. Et pour revenir à ta question, je crois que c'est un peu comme disait JP tout à l'heure par rapport à la culture. Tu disais, quand on va voir un concert, quand on va voir, même des pièces de théâtre, etc. Mais un concert, par exemple, surtout, je sais pas moi, une scène de musique actuelle ou des salles, c'est les subventions qui payent une grosse partie des concerts. Et on paye peut-être 14 euros, peut-être 20 euros, je sais pas, un prix de concert. C'est pas le vrai prix. Donc quelque part il n'y a pas de honte à ce que la culture soit financée. Je pourrais pousser même plus loin, s'il n'y avait pas la PAC, le prix de l'agneau bio, il serait déjà que c'est pas donné à tout le monde d'acheter un agneau bio en fin d'année ou en février. S'il n'y avait pas les aides, ce serait le double le prix. Alors tout ça effectivement ça pose question, mais c'est à mettre dans le débat public. Et comme je disais tout à l'heure que les services publics ils parlent pas trop des médias indépendants, c'est rare qu'on ait des débats par exemple sur les aides publiques à la presse. Pourquoi personne n'en discute ? Quand on voit Le Point par exemple qui fait des unes, les profiteurs, des trucs un peu scandaleux, ok, mais Le Point il devrait peut-être dire qu'il touche 6, 7, 8 millions par an de l'État, donc à un moment donné, et ils appartiennent, encore une fois, à un milliardaire ou au minimum à un multimillionnaire. Pourquoi ça n'est pas discuté ? Pourquoi c'est pas plus transparent, tout simplement ? Et pour revenir, d'ailleurs, globalement, la presse en France, les aides directes et indirectes, comme je disais tout à l'heure, les aides à la poste, la TVA, etc., ça représente 2 milliards d'euros. Voilà, la presse, chaque année, c'est ça. Une presse papier, web. Mais c'est pas discuté, c'est pas dit, et ça devrait, dans une démocratie où, avec, des débats, la pluralité, etc., ça devrait, mais ça ne l'est pas. Pour avancer, 2 points que j'aimerais encore aborder, c'est la question de la distribution. Tu évoquais tout à l'heure les points les réseaux qui diffusent le journal, les abonnements, etc. C'est le cas pour Silence aussi, qui a des points de diffusion un peu partout sur la région. Tu évoquais l'expérience là de kiosque, de mise en kiosque. Ouais.
sur 2 points dans le sud de la France que tu rappelleras, parce que c'est un peu vos particularités à tous deux, hein, c'est que vos 2 journaux sont distribués nationalement. Pour la Brèche, vous êtes vraiment en kiosque et assez présent, hein, un peu partout. Mais je vous ai trouvé quand même dans un petit bar tabac dans le sud de la France, un boui-boui. Et là, je tombe sur la Brèche. J'étais très très surpris de voir aussi cette distribution possible. Comment ça fonctionne à ce niveau-là, en fait, en termes de distribution, pour comprendre un peu aussi les mécanismes là et enjeux peut-être. Alors nous, on passe par une entreprise qui s'appelle les Messageries Lyonnaises de la Presse. Voilà, donc c'est une entreprise qui a justement le réseau des kiosquiers en France. Et nous, on leur fournit un certain nombre d'exemplaires. Donc là, en l'occurrence, c'est 25 000 en ce moment, à chaque numéro. Et entre eux et nous, il y a un autre prestataire qui s'appelle un régleur, qui va avoir pour rôle de consulter les remontées de vente des précédents numéros et d'ajuster un peu la distribution dans les différents points de vente. Chose que nous, on serait incapable de faire parce que voilà, c'est des données qui sont beaucoup trop complexes et qu'on n'aurait pas le temps d'analyser, qu'on ne saurait pas analyser de toute façon. Et donc en fonction du nombre d'exemplaires qu'on leur fait livrer et en fonction de ces informations qui sont données par le régleur, eux, ils vont ensuite répartir dans les kiosques dans toute la France. Donc ils les déposent aux personnes qui s'occupent du bureau de tabac, du point de vente, qui vont ensuite mettre le journal en vente. Et puis au bout de 2 mois, en ce qui nous concerne, il y a la relève. Le nouveau numéro arrive, il récupère les invendus du précédent et ainsi de suite. Et ça, c'est un coût? Alors oui, c'est un coût. Parce que c'est un métier, forcément. Enfin, moi, ça me renvoie à la musique, hein, par exemple, la distribution il y a bien sûr des boîtes de distribution. C'est un métier, c'est un savoir-faire, mais c'est un coût, effectivement. Alors, c'est un coût qu'est-ce que ça représente pour la Brèche? C'est un coût qui est non négligeable. Après, c'est difficile de donner des valeurs absolues, on va dire, dans le sens où ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de trésorerie à sortir. C'est-à-dire qu'on leur livre les exemplaires et eux, ils vont se rémunérer sur la vente des exemplaires. Et au bout d'un certain pourcentage d'exemplaires écoulés, on est bénéficiaire et ensuite, ils vont nous reverser un bénéfice correspondant au nombre de ventes qu'on a effectuées. Donc voilà, il y a un petit seuil de vente à passer qui permet de ne pas leur devoir d'argent. Et ensuite, tout ce qui est au-delà, c'est de l'argent que nous, on va récupérer. Donc voilà, c'est intéressant dans le sens où on n'a pas avancé de la trésorerie dans un premier temps. Et si ça se vend suffisamment bien, on n'est pas déficitaire et on va quand même avoir une visibilité dans pas mal de points de vente. Voilà, ce qui est important pour nous. Fabien, pour compléter, réagir et puis peut-être témoigner là, de votre expérience, comment vous opérez là, sur cette expérience de nouvelle distribution en kiosque sur Marseille, et c'était l'autre ville, tu m'as dit? C'est Toulon. Toulon. En fait, c'est MPM, c'est Marseille-Provence Métropole, donc Marseille, Aix-en-Provence, mais tous les villages autour et toutes les villes. Et pareil sur Toulon, c'est la métropole. Et nous, on passe par une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui distribue la presse sur le sud-est. Donc en France, il y a MLP qu'a cité Jean-Phi. Il y avait Prestalis, je ne sais pas où ça en est parce que ça a coulé, voilà. Mais voilà, nous c'est une coopérative qui distribue. Donc on s'est dit, comme nous on est en scope, ils sont en SIC, on va le tester. Donc il a fallu qu'on trouve déjà le moyen qu'on paye pour avoir un code barre. C'est ça qu'on n'avait pas de code barre. Donc ça y est, on est rentré dans la grande machine. Et pareil, hein, on fournit les journaux, ils les mettent en kiosque et 3 voire 4 mois après, on a le résultat. Par contre ça c'est très long. Et on gagne toujours un peu d'argent, mais c'est pas fou. Et après, la question qui se pose, c'est les relais. Alors, le fait qu'on soit IPG, on disait tout à l'heure, reconnu information politique et générale, fait que normalement, on doit être dans tous les kiosques. Voilà, il y a d'autres trucs, par exemple les programmes télé, c'est pas IPG, donc c'est pas grave si ils sont pas dans tous les kiosques. Mais quand on va, moi que ce soit à Marseille, à Gare Saint-Charles ou Aix-en-Provence TGV, quand je voyage, des fois je passe toujours voir un peu dans les relais, les fameux relais là, qui étaient les relais H avant, mais qui appartiennent à je sais plus quel gros groupe. Je regarde et moi je les appelle un peu les relais Evian, parce qu'en fait il y a plus de bouteilles d'eau et de granola et de sandwich que de magazines, ou en tout cas ils sont plus mis en avant. Et ça m'est arrivé vraiment, à Marseille. De chercher le journal, en fait ils avaient stocké des bouteilles d'Evian, en plus c'était ça, des petites bouteilles, ils avaient plein de cartons, ce qui fait qu'ils avaient mis ça contre une vitrine, donc ils avaient avancé une banque avec plein de journaux. L'âge de fer, CQFD, la décroissance, la brèche, était vraiment collé contre le mur derrière ça, et c'était inaccessible en fait, on pouvait juste pas y accéder. Et alors là, c'est rigolo, mais du coup, tu te dis, mais c'est pas possible. On met des journaux en début de mois, et à la fin du mois, le gars il revient, il les reprend, et il les jette.
parce que ils sont pas vendus. Mais ils sont pas vendus parce qu'en fait tu peux pas y accéder parce qu'ils sont non visibles. Voilà, il y a des bouteilles d'eau devant. Alors après, bien sûr, et ça c'est assez terrible d'ailleurs, mais il y a d'autres journaux qu'on peut citer, hein, genre le Franc-Tireur, qui est franchement un truc, c'est pas terrible. Enfin, il y a de quoi critiquer, mais on fera peut-être pas ça là maintenant, c'est pas le sujet. Mais alors ça, c'est vraiment bien mis en avant. Donc nouveau journal, pour le coup, ils sont vraiment mis en avant aux caisses de ces relais, quoi. Il y a beaucoup de nouveaux journaux voilà, peut-être une vision un peu plus globale là, du il y en a eu pas mal en 10 ans, oui. Ouais. En 10 ans, je pense, tous les trucs un peu happiness aussi, bien-être, etc. Il y a aussi toutes les galaxies. Il y a le journal Social Terre, qui est un chouette journal, qui est nouveau. La Brèche, du coup, effectivement. Il y a un peu toute la galaxie. Après, voilà, il y a plein d'autres journaux. Je vais pas en dire du bien si j'en parle, alors je vais pas le faire. Ok, on va laisser alors. Qui ont des modèles économiques dont on pourrait parler un jour, mais qui dépendent en fait de cabinets de consultants, limite. C'est des journalistes qui écrivent pour des grandes marques, des grosses marques. Et oui, c'est du publi-reportage. Il y a du publi-reportage, ils font de l'argent, mais ça leur permet de produire des journaux qui sont, pour le coup, ils s'annoncent même indépendants, parce que dans le journal, il n'y a pas trop de pub, et par exemple pas de publi-reportage, mais c'est le modèle derrière qui est en plein dans le capitalisme, qui permet... Enfin, c'est assez bizarre et... Ouais. Alors, pour terminer, parce que le temps passe très vite, comment imaginer donc une presse libre et indépendante et insoumise, stable, pérenne, bien portante, en sortant du modèle que l'on connaît? Est-ce qu'il s'agit d'imaginer de nouvelles choses par rapport au modèle qu'on connaît effectivement d'abonnement, de vente, de distribution? Ok, ça c'est le principe que l'on connaît, classique. Est-ce qu'il y a d'autres choses à imaginer? Est-ce que ça s'organise même en termes de peut-être de fédération? Nous, c'est ce qui se passe dans le secteur de l'audiovisuel par exemple. Nos radios se fédèrent aussi, se syndicalisent. Comment ça se passe dans le milieu de la presse libre et indépendante? Alors depuis 3 ans, on fait des rencontres de presse indépendante vers Nice, initiées par un journal qui s'appelle Mouais, journal anarchiste de Nice. Et depuis le mois d'octobre, on a créé du coup un syndicat de la presse pas pareil. Voilà, on s'est monté en asso, mais c'est sous le nom de syndicat. Et l'idée, alors tu proposes effectivement on va réfléchir à tout ça, d'autres modèles, etc. On a quelques revendications, il y a plein de choses, mais avant tout aussi, moi, c'est qu'on se fédère aussi pour se faire connaître. Dès qu'il y a des gros événements, des choses, c'est d'y aller en fait de front avec le syndicat en mutualisant qui représente, voilà, mutualiser notre présence sur des lieux, sur des avec toutes les actions qu'on peut voir en ce moment contre des routes, contre des grands projets inutiles par exemple. C'est vrai qu'on retrouve souvent des titres de presse indépendante. Parce que ça n'existait pas. Là, vous venez de créer un syndicat. Alors, il y avait Parce que là, j'ai vu la revue, par exemple, Silence, elle indique une coordination permanente des médias libres. La CPML, ouais. Alors ça, moi, j'y allais aussi, mais c'était informel. C'est un collectif, mais il n'y a pas d'entité juridique. Ça, c'est des rencontres qu'on faisait vers Clermont-Ferrand. Et c'était il y a 6-7 ans, on avait fait d'ailleurs un débat mouvant, je me rappelle, à la fin, pour décider si on se structurait juridiquement en association, par exemple, ou pas. Et à cette époque, le débat mouvant avait fait que c'était ou pas. Donc on est resté collectif, sans statut juridique, pas une asso, etc. On a été peut-être au bout de ce truc-là, et là, la volonté, c'était plutôt de monter quelque chose, de cotiser, et d'avoir déjà un peu des fonds pour pouvoir aider peut-être des médias dans la merde ou dans la galère, pardon, mais faire aussi même de la médiation, par exemple. S'il y a un truc qui se passe mal dans un journal, humainement, pourquoi pas envoyer des journalistes et tout. Faire des échanges aussi, des résidences, ce côté archipel, on peut appeler, aller bosser chez les copains, aller se rencontrer, aller se voir. Faire des événements plus dans l'année plus qu'une rencontre, peut-être une par trimestre, ce serait super chouette, un peu partout en France, et de se retrouver. Et là, cet été, par exemple, il y avait le Larzac, là, il y avait un grand événement au mois d'août dans Larzac. On était 10-15 médias indépendants, et c'était super chouette de se voir et de parler concrètement des choses. Du collectif, donc. JP, toi, comment tu vois un peu les choses? Ouais, je pense que ça va passer par effectivement des solutions collectives avant tout, de la mise en commun à la fois d'énergie, de savoir-faire, et je rejoins Fabien sur ce qu'il a dit sur en fait, on a besoin de gagner en visibilité, je pense, principalement. Je pense que c'est un gros enjeu. On en a parlé sur le fait que les revues de presse faisaient pas la part belle justement au titre un peu alternatif, et il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui sont déçues par les médias de manière générale et qui auraient envie de se tourner vers autre chose mais qui n'ont pas forcément connaissance de ce qui se fait. Donc là, le fait d'être plusieurs, de réussir à coordonner tout ça,
si on arrive à gagner en visibilité de cette manière-là et à faire front commun sur certaines revendications, ça peut être pas mal. Mais il y a des initiatives qui fleurissent. Il y a aussi, là, je suis en train de penser au Fonds pour une presse libre, qui fait des appels régulièrement chaque année pour soutenir financièrement des médias indépendants, justement, financièrement, et ensuite, en même temps, ils communiquent sur les lauréats, donc ça fait aussi une petite exposition médiatique. Voilà, ça a été fondé par Mediapart, si je dis pas de bêtises. Au départ, c'est Mediapart, mais je crois que maintenant, c'est assez autonome. C'est un fonds. Je crois que ça doit être un fonds de dotation, quelque chose comme ça. Un fonds libre et indépendant. Ouais, exactement. Voilà. Et qui prend les dons, effectivement, des personnes. Voilà. Très bien. Tu avais écrit le mot de la fin, Fabien, là, je vois sur ce petit papier. Non, ça, c'est du boulot. C'est du boulot. Je réfléchis au boulot. Non, pas mot de la fin, mais les gens déçus, effectivement, on le rejoint. Chaque année, il y a le baromètre aussi là, de La Croix. Le journal La Croix fait un baromètre de la confiance dans les journalistes et tout. Moi, j'ai pensé l'autre jour, quand on s'est vu avec le syndicat, d'appeler La Croix et de leur dire nous, on est là, on existe, et est-ce qu'il n'y aurait pas une petite casse quelque part? Est-ce que vous connaissez des médias indépendants, etc. Voilà. Pour le mot de la fin, moi, j'aimerais peut-être qu'on présente le dernier numéro ou le prochain numéro, de quoi ça va traiter. On devrait presque les informer sur France Info. Demain, le numéro, je vais faire. Demain, oui, pardon. Moi, je l'ai déjà sur le stand le mois de décembre. J'arrête pas de dire aux gens, on est plus fort que sur Internet parce qu'on a déjà le numéro de décembre. Le papier, c'est trop bien. Et c'est un dossier sur la lumière. La lumière en ville, la lumière, les écrans aussi, la lumière bleue, les LED, ce qui est pas forcément terrible, et les alternatives qu'il peut y avoir. JP. Et pour la brèche, le prochain numéro, donc le numéro 6, qui va arriver dans les kiosques d'ici 2 semaines. Le dossier central sera autour des profiteurs de guerre. Toutes les entreprises qui profitent de la guerre, que ce soit entre l'Ukraine et la Russie, entre Israël et la Palestine, pour générer toujours plus de profit. De l'entreprise libre et indépendante aussi. Et juste pour terminer quand même, pour revenir à ta cartographie, Fabien, et l'âge de fer, tu peux nous dire ce que tu as collecté et recensé localement? Ça nous donnera une petite idée quand même, parce qu'on aimerait bien savoir. À Saint-Étienne, là, tu as... Localement ici, il y a le couac, on en parlait vite fait tout à l'heure, mais c'est un irrégulomadaire, si absolument. Voilà. Mais bon, le papier coûte cher, on l'a dit tout à l'heure, et a priori, j'ai croisé quelqu'un ce matin sur le stand qui m'a dit que le couac, c'était la galère pour faire imprimer sur Saint-Étienne même carrément, même plus d'imprimerie. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Mediacop, mais ça, on est déjà plus vers Clermont-Ferrand. Il y avait numéro 0. Je ne sais pas si numéro 0, numéro 0 ça existe toujours. C'est un site participatif et collaboratif. Donc on est là plutôt sur le pendant numérique, mais sur le pendant numérique, mais tout à fait existe et est très actif sur le net. C'est ça. Le numéro Ricochet, Ricochet au pluriel doit pas être très loin. Ça faut venir sur le stand de l'âge de fer. J'en ai un exemplaire. D'accord. On pourra regarder. Et après, on est sur Grenoble par exemple, le Postillon. Okay. Non, mais c'était pour savoir ce que tu avais recensé aussi localement. Merci Fabien, merci JP. On vous souhaite, j'arrête pas de le dire, mais force, courage et joie. Merci à vous et bonne continuation. On va terminer cette journée. Juste, on termine là-dessus. Ou est-ce qu'il y avait quand même une envie de participation aussi ou de questions? Non. Alors on peut terminer là-dessus. Si, une petite question. Alors je vais lancer. Bonsoir. C'est une question très anecdotique. Je me demandais si je sais plus si on appelait ça les petits porteurs ou les crieurs de rue sur les places publiques. Moi, je me disais, parce qu'à Saint-Étienne, on a les témoins de Jéhovah qui sont assez actifs dans l'espace public. Mais je me disais que c'est un moyen on entend parler le nom de du journal et ça peut faire des comptes. Les crieurs, les crieuses. C'était la question du crieur. Moi personnellement, un outil possible. Ouais, j'en rêve, j'adore, je fais ça de temps en temps dans les manifs pour faire connaître un peu la brèche. C'est vrai, dans les manifs, on a vu le couac également, qui exactement, diffusé de cette manière-là. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie, mais la problématique, c'est toujours la même, c'est que c'est du temps, c'est de l'énergie, donc faut réussir à mettre tout ça, pas s'épuiser et réussir à conserver le temps et l'énergie nécessaire pour autre chose. Ou peut-être élargir les équipes pour avoir des gens qui vont faire des criers, pourquoi pas. Merci de la proposition, en tout cas. On va terminer sur ce. Merci encore à vous, merci à tous et toutes et plus. Merci à vous. Merci encore. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.